Si l'on considère l'épaulé jeté et l'épaulé jeté, quelle que soit la charge que vous pouvez épauler, vous obtiendrez environ 30% de charge en plus à l'épaulé jeté. Et quelle que soit la charge que vous pouvez pousser, vous obtiendrez environ 30% de plus, voire plus pour le push-jerk. Nous discutons de ces chiffres et j'ai constaté des variations considérables, que ce soit 20%, 50%, selon les hommes et les femmes, selon qu'ils sont entraînés ou non. Mais sans aucun doute, vous obtiendrez plus de poids en poussant qu'en épaulant, plus de poids en poussant qu'en épaulant. Plus de poids à la poussée qu'à l'épaulé, plus de poids à la poussée qu'à l'épaulé. Donc, les charges, la force est définitivement plus élevée. Il y a un continuum entre l'épaulé jeté, le poussé jeté et le poussé jeté, où la charge est augmentée. La charge se situe sur ce continuum. Qui est-ce quoi? La force? Si vous regardez les mouvements de l'épaulé jeté, le poids se déplace, mais mon corps ne bouge pas. Dans la presse à pousser, je plonge abaissant mon centre de masse. Pas de poitrine vers l'avant, mais une inclinaison. Je pousse. Je déplace cette masse, le corps. La charge est descendue avec moi et est revenue. Puis passe au-dessus de la tête. Elle se déplace plus loin. Il y a plus de distance, c'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? J'ai de la distance ici aussi. Dans le jerk, je descends, je remonte, je descends encore, je remonte. La charge fait un voyage supplémentaire, tout comme moi. Quel que soit votre maximum d'épaulé jeté, pour n'importe quel nombre de répétitions, que ce soit 1, 3, 5, 10 répétitions maximum, vous ferez le même nombre de répétitions au développé couché en moins de temps. Si vous échouez à l'épaulé jeté, la dernière répétition, alors je vais ici, sur la presse à pousser. Boum! Au même nombre de répétitions. Quelle que soit votre charge maximale, qu'il s'agisse d'une, de 3, de 5 ou de 10 répétitions sur le développé couché, pour les mêmes répétitions à cette même charge, le cycle du push-jerk sera plus rapide. Bam, juste plus rapide. Parce que cette charge maximale de push-press ira... Ah ouais, ce sera lent. Donc ce que j'ai ici, c'est une diminution. Temps sur ce continuum. Reprenons notre fraction. Force, distance, temps. Les deux parties du numérateur augmentent. Le dénominateur diminue. Qu'est-ce que ça donne pour la puissance moyenne? Elle augmente? Au total, ce qui se passe ici, c'est que l'intensité est plus élevée. La puissance est plus élevée. Et ce que je m'attendrais à trouver, c'est que ce mouvement, il y aurait une progression ici de mouvements qui auraient un plus grand impact sur l'adaptation favorable que je recherche. Si je cherchais à augmenter la densité osseuse, je vous dirais que le push-jerk est plus prometteur que le push-press ou le shoulder-press. Si je cherchais à obtenir une fréquence cardiaque maximale, je peux vous assurer que vous obtiendrez des fréquences cardiaques plus élevées à la poussée qu'à l'épaulé jeté. Qu'en est-il de la coordination, de la précision, de l'agilité et de l'équilibre, ces composantes neurologiques? Il y a sans aucun doute plus d'athlétisme ici, plus de qualité pour l'ensemble du corps. Je pourrais dresser une longue liste d'attributs qui s'inscrivent dans ce continuum. Athlétisme, puissance, intensité, competences. Vous développez un argument très convaincant pour dire que les mouvements sont meilleurs. Une fois que vous avez appris à faire des jets, et c'est très difficile, une fois que vous avez appris à faire des jets, il n'y a plus que des charges insignifiantes pour pousser la presse. Dès que l'exercice devient un peu lourd et que vous sentez que vous décrochez, il est trop facile d'abandonner et de remonter. Vous vous retrouverez donc quelque part dans un champ, et tu ne sauras même pas pourquoi, parce que quelque chose dans ton cerveau a senti la baisse de vitesse et tu as baissé la hanche pour la bloquer. Et une fois que vous savez comment presser, vous ne pourriez jamais, même pour un petit sac de litière pour chat que vous allez mettre sur une étagère, cela semble tout à fait contre nature de verrouiller la partie médiane et de presser. Je veux dire, il suffit de l'amener là-haut. L'argument en faveur des avantages de l'épaulé jeté par rapport au développé couché par rapport à l'épaulé jeté
l'utilité de cette chose dans le développement des athlètes et la maximisation du taux de rendement. Pour quiconque, quels que soient ses objectifs, la physique et la physiologie sont parfaitement analogues au moindre détail de la différence de valeur entre le keeping pull-up et le strict pull-up. Sionnement. Pouvez-vous répéter cela? Oui. Oui, tous les avantages physiologiques et physiques de l'épaulé jeté par rapport à l'épaulé jeté par rapport à l'épaulé jeté se retrouvent, une fois de plus, dans la différence entre l'arraché à la corde et l'arraché strict. Lever. C'est plus athlétique, c'est plus complet. Je peux obtenir une fréquence cardiaque plus élevée. Nous avons en fait mesuré les deux, les tractions strictes et les tractions par à-coup. Et dans les gammes de répétitions les plus élevées, pour une plus grande capacité, c'est presque du simple au double. Donc si vous devez être les tractions strictes, vous ferez le même nombre de tractions keeping en 2 fois moins de temps. 2 fois plus de puissance, 2 fois plus d'intensité, 2 fois plus de bénéfices. Vérifiez ceci. Lorsque nous modifions les règles d'une compétition de traction, cela ne change pas l'ordre de retour. Ainsi, les crossfitters participent à des compétitions de traction stricte et gagnent. La traction par défaut du gymnaste est la traction par flexion. Par défaut du gymnaste est le soulevé de terre avec ciseaux. Seuls les crossfitters ont aujourd'hui plus de traction que les gymnastes. Il n'en a pas toujours été ainsi, mais c'est quelque chose de nouveau. Nous avons travaillé avec des médaillés olympiques, des ringmen, avec lesquels nous entretenons des liens étroits. Et ils n'ont pas autant de traction que nos meilleurs éléments. N'est-ce pas intéressant? Nous sommes en quelque sorte devenus les rois des tractions. Jeff Marton, le gourou des kettlebells, DOE, était a fait le spectacle de tir avec ses tours de traction, ses tractions tactiques. Structure, tactique. Et il avait un sac de sable de 90 livres. Et pendant tout le week-end où il était là, il y avait 9 personnes qui pouvaient faire une traction avec le sac de 90 livres. 9 d'entre eux étaient des crossfitters. Maintenant, ouais, on fait des tractions strictes. Nous faisons des tractions pondérées. On ne peut pas faire de clip. On ne peut pas faire de keep en L. L'inertie fait que les jambes sont trop lourdes. L'inertie rend les jambes trop lourdes et le L pratiquement impossible. On se rend compte qu'on peut en faire une, mais on ne fera pas la suivante. Vous vous dites, non, cela ne va pas m'aider. Il devient évident que vos jambes sont beaucoup trop lourdes pour faire des keeps. Nous faisons des tractions avec keeping, on fait des tractions strictes, on fait des tractions en L. Nous faisons des tractions avec poids, nous grimpons à la corde. On ne peut pas vraiment faire de keeps ici. Ce n'est pas le même type de mouvement, mais c'est plus un mouvement strict. Mais nos tractions par défaut, la chose qui se trouve en quelque sorte de nos efforts, c'est notre base. C'est le pull-up avec keeping. Si vous voulez faire plus de tractions strictes, introduisez les tractions par à-coup et continuez à pratiquer les tractions strictes. Mais l'avantage réside dans l'expression de la puissance et la puissance de sortie. Je vous ai dit que nous pouvions prendre un mètre ruban, et j'ai de la précision et de l'exactitude. J'ai ici un bon groupe de meuniers, un groupe de policiers. Vous connaissez la différence entre la précision et l'exactitude. La précision dépend de la proximité de la cible, et la précision réside dans le regroupement de ses efforts. Nous faisons preuve d'une grande précision et d'une grande exactitude dans l'évaluation, la mesure. Le rendement du travail. C'est incroyable. Comment le savons-nous? Eh bien, je vais mesurer le premier centre de masse et de déplacement de quelqu'un, prendre 5 mesures, quitter la pièce et demander à quelqu'un d'autre de le faire. Nous regardons les résultats et nous nous disons que nous sommes à peu près au même niveau. L'erreur d'arrondi, la variance est inférieure à l'erreur d'arrondi. Quelle est la précision de votre balance? Très précise. Elle est également d'une grande précision. Et la montre, plutôt bonne de nos jours. Nous distillons donc ces chiffres. Nous obtenons cette puissance de sortie. Nous pouvons certainement mesurer très facilement le différentiel en termes de temps de sortie. Et ce que nous obtenons, c'est un point de données pour chaque séance d'entraînement qui suggère la capacité de travail. Et cela commence à ressembler à ceci. Je peux mettre le temps sur cet axe et la puissance ici. Et ce que je peux faire, c'est obtenir un tas de points de données de différentes modalités, de différents efforts, disons pour un effort de 5 secondes. Il peut s'agir de 2 tractions sur le rameur concept 2. Je peux en tirer la puissance. Il peut s'agir de la taille du poids que vous pouvez épauler jeter. Il peut s'agir du poids maximal que vous pouvez soulever à l'aide d'un propulseur. Et je peux jouer ce jeu à travers de multiples modalités d'entraînement
Utilisez 10 choses différentes à 5 minutes, 10 choses différentes à 3 minutes, 10 choses différentes à 5 secondes, 10 choses différentes à 1 heure. Et obtenir ces données ici, obtenir ces éléments, trouver une moyenne et tracer une courbe pour votre puissance de sortie. Et ce que nous savons, ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que cette zone sous la courbe définit bien votre capacité physique. En fait, ce que nous avons constaté, c'est que ce que nous faisons ici, ce que nous développons, c'est augmenter la capacité de travail. Et c'est de cela qu'il s'agit. Si cette hauteur, cet axe des Erie représente la puissance dans ce laps de temps, la zone en dessous représente le travail. Pour ceux d'entre vous qui ont des connaissances en mathématiques, nous intégrons la courbe de puissance. C'est du travail. Ce que nous savons, c'est que le CrossFit augmente la capacité de travail. Et je vais m'arrêter là. C'est vraiment bien. Pour ceux qui prennent des notes, notez-le. Nous augmentons la capacité de travail dans de vastes domaines temporels et modaux. C'est un peu long, mais permettez-moi de le résumer. Nous augmentons la capacité à effectuer un travail à travers une multitude de multiples modalités, ramer, sauter, lancer, nager, courir, frapper. Vous voyez, sur de vastes domaines temporels, du plus court au plus long. Les domaines modaux en variant les protocoles avec l'espoir de quoi? Mouvement fonctionnel. Thruster, clean, pull-up, rope climb, Fran, Helen. Lutte. Lancer, tout est bon. Je peux mesurer le travail. Maintenant, nous pourrions comparer cela. Par exemple, je m'attendrais à ce que la capacité de travail d'un Greg Amundsen soit beaucoup plus élevée que celle d'un haltérophile. Je m'attendrais à ce qu'un haltérophile ait un chiffre beaucoup plus élevé ici et qu'il s'effondre. Kirk, nous avons les temps de Casey, Helen et Fran. On les connaît. On fait sortir ces gars au-delà les 15 ou 20 secondes et ce n'est pas beau à voir. Maintenant, voici ce que nous verrions chez un triathlète. Il commencerait beaucoup plus bas et vous espérez qu'il ne se dégraderait pas autant et qu'il resterait élevé, mais il ne restera élevé que si je le teste sur le vélo, la course à pied et la natation pendant longtemps. Si je les expose vraiment à un entraînement modal mixte, si je les sors de là, on constate que leur déclin n'est pas si différent de celui d'un haltérophile. Nous avons vu des triathlètes, triathletes, sous un stimulus tel que Fight Gone Bad ou Hell and a Friend. C'est intéressant parce qu'ils répugnent à admettre qu'ils se sont gazés. Mais comprenez qu'un gars utilise la barre pour se maintenir en l'air. Il a un taux de ventilation très élevé. Ses lèvres sont bleues ou grises, ses yeux sont éteints et il ne peut ni répondre aux questions ni communiquer. Mec, tu es épuisé. Ce qu'ils me disent souvent, c'est que non, je n'ai pas été gazé. C'est une fois qu'ils ont récupéré et qu'ils peuvent à nouveau parler, même s'ils ont atteint leur fréquence cardiaque maximale. Le problème, c'est que le poids est trop lourd. Ace, on a une solution pour ça. J'ai une barre plus légère. Continue d'avancer. Tu fais 5 répétitions de plus et regarde, suppose que c'est, tu sais, pousser, jeter ou... Thruster. Le dernier poids, boum, passe au-dessus de la tête. Ils mettent la barre en drapeau et respirent fort. Est-ce un échec musculaire? Dernière rep, paf, jusqu'à l'extension. Non, on sait à quoi ressemble l'échec musculaire. On ne confondrait jamais les échecs musculaires. Merde, c'est trop lourd et tu es normal. Le gazage, c'est quand tu ne peux pas me parler tellement tu respires fort. Je dis à ces gars, que penseriez-vous si j'allais courir avec vous? Et qu'après quelques tours de piste, je disais « Hey, je dois l'arrêter. Vous voyez bien que je suis à bout de souffle et vous avez ce sentiment de panique, de cyanose. Vous avez ce regard paniqué, cyanosé. Et je vous dis, je ne suis pas en train de m'empoisonner, c'est juste que la piste est trop longue. » Pas de conneries, tu as dégazé, c'est évident, c'est évident. La VO2 max est l'étalon or de la capacité aérobie. Elle est malheureusement très spécifique à un mode de vie, hautement modal. La VO2 max de chacun est modale. La nôtre est spécifique à des mouvements fonctionnels constamment variés.